Retour de ce journal culture. Merci d'être avec nous. Au sommaire, dans cette émission numéro 2, bords, marges et marginaux de vieux rockers, toujours actifs avec nous, les secrets de la série False Flag, une série israélienne. Nous serons avec sa créatrice et productrice. Et puis, nous irons au débat organisé sur la place de la femme arabe en cuisine. Mais pour l'heure, eh bien, on retourne à Sderot. Tout à l'heure, on vous a expliqué pourquoi les meilleurs films de la quinzaine des réalisateurs de Cannes y étaient projetés, grâce entre autres à Olivier Tourneau, ex-attaché culturel français, et grâce aux El-Kabetz. Voilà, et nous revoilà maintenant encore une fois à la Cinémathèque de Sderot. On vient de voir le film Fatima de Philippe Faucon, Ronit El-Kabetz. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film déjà ? Il m'a beaucoup touchée. C'est vrai, je ne me suis pas attendue forcément à ça, mais ça m'a fait tout de suite réfléchir, bien sûr, comme Shlomi a dit sur scène, quoi, à ma grand-mère. Et disons, toute la famille, toutes les femmes de la famille, et comment voilà, la situation de la femme est tellement, tellement dure. Au-delà que je m'identifie à ça, parce que mes parents aussi sont émigrés voilà, du Maroc ici en Israël, et bien évidemment, ça a été la première période pour eux était très, très dure, c'est clair. Ils sont battus tous les deux, et surtout ma mère, tout le temps. C'est-à-dire que si je me souviens quelque chose de ma maison à moi, c'est voir et sentir ma mère se battre. Le fait qu'on a déménagé 5 fois était grâce à ma mère. Le fait qu'on a réussi à prendre tout ce qu'on voulait, voilà, c'était grâce à ma mère. Le fait qu'on était ouvert au ce monde, c'était grâce à ma mère. C'est voilà, le rôle d'une mère, d'une femme dans le monde est parfois très lourd. C'est-à-dire, voilà. Représenté. Merci beaucoup, Ronit. Avant que vous partiez, juste une question. Vos relations avec le Festival de Cannes sont très fortes. C'est grâce à votre frère qu'on va maintenant interroger et qu'on est tous ici. Vous êtes fiers de ça, de ce partnership, de ce partenariat entre Cannes et Sderot ? Je suis très fière, c'est énorme, c'est extraordinaire ce qu'il a fait Shlomi, vraiment de penser à ça déjà, comme idée de faire venir tous ces films qui sont vraiment sur une plateforme. C'est vraiment une chance hein, d'avoir la possibilité de faire partie non seulement au Festival de Cannes, mais à cette catégorie, parce que ça donne encore une force de rêver à du cinéma qui donne le pointe, qui vient de notre vérité inouïe. C'est quelque chose que tu as envie non seulement de raconter, mais de presque briser quoi, quelque chose. Et ça, c'est très touchant qu'il y a quand même cette catégorie qui permet d'un film pareil d'exister. Merci beaucoup, Ronit. Merci. Vous êtes belle et on adore ce que vous dites. Bonsoir, Shlomi El-Kabetz. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Shlomi, vous avez été dans les festivals, notamment Festival de Cannes. Vous êtes dans des festivals dans le monde entier et vous êtes professeur à Sderot. Vous êtes attaché au Sapir Collège. Vous ne lâchez pas cette petite ville qui est comme ça, sous les Qassams, sous les problèmes, etc. Pourquoi ? J'ai un lien ici. Vous savez, j'ai commencé à enseigner il y a 15 ans. Et j'ai eu pas mal d'offres pour enseigner un peu partout. Il y a 10 ans, quand on a sorti Prendre Femme, tout le monde m'a appelé et m'a demandé de venir. Allez, viens chez nous, viens enseigner dans notre école. J'ai essayé un peu ici, j'ai essayé un peu là. Mais je ne me retrouvais pas. Je ne me trouvais pas moi-même. Exactement comme pour Prendre Femme. Avant ce film, je ne me trouvais pas à l'image. Eh bien, c'est pareil pour les écoles. Quand je suis venu à Sderot, j'ai rencontré ces étudiants, cette ville. Moi aussi, je viens du Sud. Je me suis reconnu ici. Et je me suis dit, si je choisis de donner de mon temps pour enseigner, alors je le ferai ici, à Sderot.
ici avec cette atmosphère, avec ce paysage, ces gens, cette langue, ce son, cette odeur. C'est là que je me sens le plus connecté. Et je peux vraiment apporter quelque chose de l'extérieur à cet endroit. Et depuis que je suis ici, parfois c'est génial. Parfois c'est très, très dur. C'est pas tous les jours. J'arrive et je me dis « Ouais, quel bonheur, c'est super de venir à Sderot, à côté de Gaza. » C'est pas que je me lève le matin et que je... Mais quand même, il y a quelque chose de très fort ici, qui m'amène ici et depuis très longtemps. J'ai vu beaucoup d'enseignants arriver et abandonner au bout d'un semestre, parce qu'ici, c'est vraiment unique. On doit faire avec ici, à chaque fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'adore cette cinémathèque. Ouais, la cinémathèque, c'est magnifique. C'est incroyable that we managed to bring, en faire une reprise de la quinzaine de réalisateurs ici à Sderot. C'est comme un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Merci beaucoup. Ciao. Merci, ciao. Voilà, nous voilà dans le studio. Les images étaient signées Dan Bock. Je dis qu'on est dans le studio, mais en même temps, on va repartir très très vite parce que Sandy Fortis avec Nassib Safadi vous emmène dans le nord d'Israël avec cette question: quelle place pour la femme arabe en cuisine? De la Tunisie au Maroc, du Liban à l'Égypte, quand on parle de cuisine traditionnelle arabe, on pense immédiatement aux mamas dans leur cuisine du matin au soir. Mais en Israël, la femme arabe a évolué. La femme arabe est aujourd'hui une femme active, son quotidien a changé. En Israël, elles étaient 28% à travailler en 2011, un chiffre qui continue d'augmenter. Avec l'émergence d'une petite bourgeoisie arabe en Israël, la place de la femme arabe évolue dans tous les domaines et aussi dans la cuisine. C'est justement le thème qu'a choisi d'aborder un panel d'experts lors du festival Hacham à Haïfa en décembre dernier, un festival qui a mis la cuisine arabe à l'honneur dans la grande ville portuaire du nord d'Israël. Hila Alpert est une journaliste culinaire très connue en Israël, mais elle se considère plus comme une femme de cuisine. Participer à l'organisation de ce festival était très important pour elle, notamment pour faire renaître des plats arabes oubliés. Vous savez, les femmes se sont mises à travailler, elles n'ont plus autant de temps qu'auparavant à passer dans la cuisine. Dans les familles traditionnelles arabes, les femmes ont toujours été dans la cuisine. C'était la logique des choses. Elles n'ont jamais appris à cuisiner, n'ont fait aucune école de cuisine. Tout ce qu'elles savaient, elles l'avaient appris de leur mère ou de leur grand-mère. Cet apprentissage de la cuisine faisait d'ailleurs partie du devoir de transmission d'une mère envers sa fille. Les femmes palestiniennes en Israël ont une liberté de choix plus large, même si on attend toujours d'elles qu'elles cuisinent tous les jours pour leur famille. Et si selon les chiffres, elles restent encore pour une majorité dans la cuisine, le contenu des assiettes s'est ouvert au monde. Aujourd'hui, la femme arabe moderne met la cuisine traditionnelle au goût du jour. La plupart font désormais de la cuisine traditionnelle combinée à de la cuisine moderne. Nombreuses de leurs recettes consistent à modifier les plats du monde pour s'adapter au goût palestinien, notamment en ajoutant des épices palestiniennes à des plats européens. Mais qu'est-ce que le goût palestinien? En quoi est-il différent du goût moyen-oriental que se partagent les Israéliens et les Arabes de la région? Est-ce celui dont parle Christiane Dabdoub Nasser dans son livre « La cuisine palestinienne » ou n'est-ce qu'une étiquette sur la cuisine arabe traditionnelle? Toujours est-il que même si la femme arabe traditionnelle se modernise dans la cuisine, elle est encore loin d'y faire carrière, alors que la femme occidentale commence peu à peu à se faire une place dans les cuisines professionnelles. Qu'en est-il de la femme arabe en Israël? Les femmes arabes faisaient très peu de cuisine professionnelle. Et quand c'était le cas, elles le faisaient en cachette. On ne le montrait pas. Aujourd'hui, certaines fournissent des repas faits maison aux restaurants arabes locaux. Mais encore une fois, c'est surtout dans l'ombre. Des restaurants proposent des plats réalisés par des femmes, mais le client est rarement au courant que c'est une femme qui a préparé son repas. La place de la femme arabe dans la cuisine est donc en pleine évolution en Israël. On a notamment pu le voir en 2014 avec la victoire de la microbiologiste arabe israélienne Nof Atama Ismail dans l'émission Masterchef Israël. Nof est devenue un exemple à suivre pour de nombreuses femmes arabes du pays. Reste à savoir si elle aura vraiment ouvert le chemin.
Voilà, et maintenant, on a envie de poser quelques questions à une productrice, une créatrice. Elle s'appelle Maria Feldman. Elle a créé et produit donc la série israélienne qui fait un tabac en France depuis le début janvier. Ça s'appelle False Flag, opération fausse bannière. Bonjour Maria, merci beaucoup d'être avec nous. Cette série False Flag est basée sur des faits réels. Qu'est-ce que vous avez choisi de garder de l'actualité israélienne et qu'est-ce que vous avez choisi de mettre de côté? En fait, la série s'inspire de faits réels, mais elle n'est pas basée sur des événements qui se sont réellement passés. Seul le début de la série repose sur un fait réel, l'assassinat de Dubaï, et après on s'est demandé ce qui serait arrivé si ces photos des agents du Mossad qu'on a vues n'étaient en fait que des photos de gens ordinaires qui se sont retrouvés là, mais qui n'étaient pas liés à l'affaire. C'était notre point de départ, mais ensuite on a complètement laissé la réalité de côté. Alors, vous avez produit pas mal de choses en Israël qui ont eu énormément de succès. Vous avez produit toute une série, toute une saison de Fauda. Vous avez produit 3 épisodes de Homeland, ce qui est extraordinaire, parce que ça a beaucoup marché en France notamment. Qu'est-ce qui, selon vous, a une dimension internationale? Qu'est-ce qui frappe comme ça les esprits à l'étranger? Je pense que c'est la combinaison d'une bonne intrigue, de personnages intéressants et d'histoires d'espionnage et de suspense dont le public est souvent friand. Oui, mais encore quand même, il y a autre chose. Est-ce qu'il y a une spécificité au pays, à voilà, la situation militaire, guerrière, conflictuelle du pays ? Oui, je pense que notre quotidien a beaucoup de potentiel pour créer des bonnes intrigues. Il nous arrive d'avoir l'impression de vivre dans un film de guerre ou un thriller avec plein de suspense. Nous avons beaucoup de matière pour ces histoires ici. Et nous avons aussi beaucoup de personnes qui peuvent les raconter. Vous imaginiez, Maria Feldman, que le public français allait adorer à ce point-là votre série False Flag ? Nous étions très surpris quand nous avons appris que la série était sélectionnée dans la catégorie série de la Berlinale. Puis la série a gagné le premier prix du festival Sérimania à Paris. Et là, nous avons réalisé que le public international, et plus particulièrement le public français, aimait beaucoup cette série. Parce que c'est le prix du public que nous avons reçu au Sérismania. Donc nous sommes ravis. Vous travaillez sur la prochaine saison ? Oui, nous travaillons déjà sur la 2e saison et nous espérons que le public ne devra pas attendre trop longtemps pour la voir. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Non, bien sûr que non. Maria Feldman, on a beaucoup parlé du boom, de ce succès des séries israéliennes depuis quand même pas mal de temps maintenant. On en a vu plein passer à l'international. Vous pensez que c'est lié à quoi, cette spécificité des séries israéliennes? Pas forcément des séries politiques ou des séries guerrières, mais c'est lié à quoi? Au manque d'argent, à cette espèce de vitalité qu'il y a dans la création et dans la liberté d'expression? Je ne pense pas que c'est juste une mode passagère. Je pense qu'il est peut-être plus facile aujourd'hui de vendre une série israélienne parce que tout le monde pense que les séries israéliennes sont très réussies. Mais le public se fiche de tout ça. Pour le public, ce qui est important, c'est une bonne intrigue, des personnages intéressants. Et s'ils aiment, tant mieux. Mais je ne pense pas que le public se dit « Oh, c'est une série israélienne, donc je dois la regarder ». Non, je ne pense pas. Vous pensez que ça apporte un éclairage supplémentaire à la lecture qu'on peut se faire de ce pays d'Israël ? False Flag ne traite pas spécifiquement du conflit israélo-palestinien, donc je ne pense pas que la série puisse aider de ce côté-là. Mais je pense que cela peut montrer la vie quotidienne ordinaire, les maisons et les familles en Israël, et du coup, ça peut aider à ce niveau-là en particulier. On va vous laisser partir. J'ai juste une dernière question. Donc vous étiez productrice et maintenant vous êtes créatrice. Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à vouloir créer cette série False Flag ? J'avais juste cette idée en tête et je me suis dit que c'était une super idée et qu'il fallait absolument en faire quelque chose. J'ai tout le temps des idées, mais pour moi, celle-ci était spéciale et ça s'est fait juste comme ça. C'est la première fois que je le fais, mais je ne pense pas que ce sera la dernière. Merci beaucoup, Maria Feldman. On souhaite une longue vie à votre série False Flag. Merci. Thank you.
Voilà, c'est une interview qui a été enregistrée avant le journal. Mozart aura 260 ans le 27 janvier. Il pourra difficilement souffler ses bougies, mais des gens vont le faire à sa place en Israël. Un très beau week-end. Mozart est organisé au programme. La flûte enchantée commentée en hébreu, des ateliers de danse, le tout sous la direction artistique de Zvi Meniker, que l'on va peut-être voir jouer derrière moi. Et puis, le voilà. Et puis de la musique encore dans un autre genre, les Dead Daisy, qui ne se sont pas coiffés depuis 1962. With You and I. On va terminer en musique avec eux. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe et à la semaine prochaine.